Bonsoir, bienvenue à Espace Public. Cette semaine à l'émission, on parle du 150e anniversaire de Disraeli. On va aborder le sujet avec M. Guy Toupin. Pour notre chronique sur l'architecture et le design, Mélissa Pomerleau est avec nous. Mais tout d'abord, je vous présente un reportage de notre chroniqueuse culturelle Magali Roy. Vous avez peut-être entendu parler du phénomène. En fait, il y a un artiste beauceron qui s'est proclamé durant le temps des fêtes livreur de chansons. Bien, ça a été tout un phénomène durant le temps des fêtes et Magali est allée rencontrer Pierre-Hervé Goulet. Salut Pierre-Hervé. Salut. Ça va bien? Ça va, toi? Oui. Je veux juste faire un bref résumé au cas que quelqu'un ne saurait pas c'est qui Pierre-Hervé Goulet. Fait que tu es un beauceron, dans la vingtaine, et la première chose qui t'a fait connaître quand même, c'est ta participation à Star Academy en 2009. Ouais, ça remonte à loin quand même. Quand même, mais tu t'es rendu finaliste. Ouais, bien finaliste, dans les 20 finalistes. Okay. Juste avant, je me suis fait couper l'herbe sous le pied juste avant de rentrer les bagages là, à Sainte-Adèle. OK. Mais ça, dirais-tu que ça t'a aidé un peu à te faire connaître ou ça n'a pas changé grand-chose? Ouais, ben oui, ben c'est certain. Je suis content du cheminement que j'ai fait, puis je suis bien heureux du parcours puis de la tournure que ça a pris aussi. Tu sais, moi, j'étais arrivé là avec mes chansons, j'ai fait mes tunes, puis j'ai continué après à faire mon chemin là-dedans. Oui, c'est drôle parce que je me rappelais que toi, tu voulais faire tes trucs. Ouais, puis ouais. Des fois, ceux qui sont là vont dire « Ah, ça passe moins bien quand tu veux faire tes trucs parce que c'est pas connu » mais toi, tu y tenais mordicus. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, je voulais pas me couper les cheveux, je voulais pas danser. Ouais. T'es resté fidèle à toi-même. Ouais, j'ai fait mes affaires. Mais là, depuis 2009, là, il y a comme un bon laps de temps. Qu'as-tu fait dans ces 5 années-là? Ben, j'ai continué, en fait. J'ai été un peu partout. J'ai fait des concours. Je me suis ramassée à Natashquan dans une semaine d'écriture chez Gilles Vigneault aussi. Oui, ça, c'était je voulais t'en malade. parler, mais tu m'as Ouais. devancé. Mais pourquoi? Comment t'as fait? C'était avec le concours Ma première place des OK. arts. Ouais, c'est ça. Il y avait un prix à travers de ça qui s'appelait le prix Richard Desjardins, mais qui donnait une semaine de formation chez Gilles Vigneault avec lui à Natashquan. Juste toi, Ben, là? on était 8, OK, auteurs, compositeurs, quand même. interprètes. Hey, c'était malade, c'est ça. On parlait de poésie, puis tu sais, il nous a vraiment transmis sa passion. Puis tu sais, on a été cueillir des bleuets, tu sais, dans les dunes de sable après. Puis tu sais, c'était vraiment c'était cool. Ça c'est vraiment devenu un modèle pour moi après. C'est-tu à partir de ça que tu t'es mis à écrire ton album ou c'était déjà en... Ben en fait, j'ai tout le temps écrit des tunes. J'ai commencé à 10 ans à écrire des tunes. OK. Puis j'ai genre un paquet de chansons que j'ai écrites au fil des années. Puis non, en fait, ça a vraiment fait une césure. J'ai essayé d'autres choses à partir de là. Puis là, après tout ce temps-là, ben j'ai réussi à comme fusionner qui que j'étais puis Plus mettre que ta je veux être. signature Ouais, c'est ça, en là-dessus, même là. temps. Puis là, j'ai sorti mon premier album. Là, Oui, justement, récemment, tu as fait après le tout lancement en octobre à Québec puis à Montréal Ouais. aussi. Ça a bien Ouais. fonctionné? Ça a super bien fonctionné. En fait, j'ai fait ça pendant un contexte qui s'appelait les apéros FEQ. Oui. Puis c'est ça, j'ai fait mon lancement d'album, là, c'était bondé de monde. J'en revenais pas, en fait, de voir à quel point il y avait du monde là, puis du monde qui était venu de la Beauce aussi. Puis, Pour t'encourager. ouais, c'était bien plein de jam-pack dans le bar à Québec, puis c'était très cool. Puis c'était un concours. Puis moi, en fait, j'ai gagné le premier bloc. OK. Fait que là, ça me donne accès, Au Festival d'été de ouais, Québec. au Festival d'été de Québec cet été. Ouais. Puis là, parmi les autres qui ont gagné aussi, vous courez la chance de gagner 10 000 et être sur la grosse scène en avant-première. Ouais, je pense que c'est ça, là, ouais. Fait que, non, je suis vraiment content. J'étais... Excité. Ouais, vraiment, Sûrement. ouais, c'est le mot. Ouais, je suis bien heureux de tout ça. Là, je vais revenir sur ton album parce que, ben moi, je l'ai beaucoup écouté, là. J'ai une grande fan à la maison de toi. OK. Et, mais là, qu'est-ce qui a fait beaucoup parler de toi depuis le temps des fêtes et tout ça, c'est parce que tu es allé vendre ton album chez les gens. Ouais, c'est ça. Ça, je pense que ça a été toute qu'une expérience. Hey, c'était malade. Ouais, vraiment. Puis je suis content de la réception du monde. Puis c'était ça, tu sais, l'idée, c'est vraiment Ça fonctionnait de livrer. comment? Il t'écrivait, puis il disait, moi, je veux un album. Fait que là, tu allais le livrer à la maison? Ouais, ben c'est ça, j'avais fait une pub sur Facebook, tu sais, que là, j'avais appelé ça le livreur de chansons, puis je trouvais ça bien drôle, puis finalement, j'ai fait une chanson sur un gars qui
qui fait à la place de faire des pizzas, il fait des chansons. Puis là, j'ai comme essayé de pousser ma loque puis la métaphore un peu. Finalement, j'ai lancé ça sur Facebook, puis il y a eu tout de suite de la réaction, puis on avait mis un numéro, puis le monde a commencé à appeler. Puis là, j'étais là, crime, c'est cool, je vais le faire, tu sais. Puis plus que ça allait, plus que le monde en demandait. Puis là, les journalistes, tu sais, puis là, Radio-Canada m'ont invité à Rimouski à aller faire une toune. Ils ont fait un reportage là-dessus. Derek Aucoin de l'émission Bonsoir les sportifs avec Ron Fournier, il m'a invité à son émission. Fait que, tu sais, tout le monde trouvait ça drôle, je pense. Puis finalement, j'en ai fait... Plusieurs. En fait, ce que j'ai lu, c'est que tu avais rencontré 748 personnes à travers ben c'est tout ça, ça. ouais, en faisant le décompte du monde. En fait, toute mon équipe se sont occupés de... Parce que là, moi, j'étais tellement dans le jus à ramener les albums, par ramener le cash, puis j'en avais peut-être 3-4 par jour, tu sais. Puis t'as fait comme le tour du Québec avec ça. Là. Ouais, c'est ça. Fait que le but, c'était vraiment de livrer mon album physiquement pour vendre mes copies physiques, parce que, tu sais, l'industrie du disque, aujourd'hui, c'est quand même assez... ouais, c'est pas facile. Ça, mais c'est ça, tu sais, ça veut pas dire que le monde n'écoute plus de musique, Ben non. qu'il consomme plus de musique. T'sais, au contraire, il y en a plus que jamais. Fait que c'était vraiment ça le trip là, d'aller chez le monde. Puis écoute, j'arrivais là, j'ai vécu plein de situations. Je prenais des shots de Jack avec le monde, puis finalement, je chantais 3-4 tunes, je vendais mes albums, c'était le party partout. C'était vraiment un gros mois de décembre. Ouais, ça a été mon plus beau temps des fêtes à vie. Mais si les gens veulent voir ça, moi j'ai suivi un peu ta page Facebook, puis il y a plusieurs endroits où on voit des photos, tout ça, où tu es allé porter des albums. Fait que les gens peuvent te suivre sur Facebook. Exact. Et on peut t'entendre aussi à la radio ces temps-ci avec l'extrait Faut qu'on bouge. Ouais. Puis je pense qu'on va finir l'entrevue avec un extrait de cette chanson-là. Ah, ben c'est parfait. Mais ça va me faire plaisir Merci beaucoup, Pierre-Hervé. Merci à toi. On dit que ça va vite, je comprends plus rien ici. C'est pas comme si je me levais le matin pour prendre le tram. Ouais, ça va ben, je comprends plus rien. Comme quand j'ai la tête entre tes seins. On dit que ça va vite, je veux pas mourir ici. On dit que la vitesse tue, mais on s'entend-tu que ça va vite? L'Internet, l'informatique. On dirait que je m'ennuie des Nordiques. On se tape dans les mains en se disant je me souviens quand c'est nous contre vous. On la trouve moins drôle et on change nos fusils d'épaule quand c'est nous à genoux. Et même si le feu est rouge, quand faut qu'on bouge, faut qu'on bouge. Alors, bienvenue, bonsoir à Bonsoir. vous deux. On va passer les prochaines minutes ensemble. Entre autres, M. Toupin a abordé le sujet de d'Israéli. 150 ans et toute une histoire, vraiment. On va décortiquer tout ça ensemble dans les prochaines minutes. Tout d'abord, Mélissa, on va aborder le sujet des mini-maisons. Puis j'étais vraiment contente qu'on parle de ça parce que j'avoue que moi, ça m'attire beaucoup, le concept des mini-maisons. Il y a quand même plusieurs caractéristiques là, évidemment. pour en faire partie. Là. Le concept des mini-maisons, c'est un nouveau mouvement qui arrive ici. On le voit de plus en plus et on le voit par les jeunes qui veulent s'impliquer. Ils veulent faire une construction de maison, mais ils veulent ne surtout pas s'endetter. Ouais. Donc, c'est vraiment leur créneau premier à ça. Et tout ça est arrivé suite à la crise immobilière de 2008 aux États-Unis, où est-ce que les gens se sont aperçus qu'ils voulaient peut-être plus avoir du luxe, mais non pas au niveau de l'endettement de la maison, mais ils voulaient voyager, avoir du plaisir avec leur maison, optimiser le tout, mais nécessairement, ça vient vraiment d'une crise immobilière. Bon, là, ça fait l'affaire des propriétaires qui veulent, bon, tout avoir, en fait, c'est-à-dire une maison, OK, elle est plus petite, mais avoir une maison, continuer de voyager, aller au restaurant et tout ça, mais est-ce que les constructeurs voient ça d'un bon œil? Parce que les maisons coûtent quand même moins cher. Il faut acheter le terrain quand même, des choses comme ça. Il y a des frais. Exactement. Mais ça coûte moins cher qu'une maison conventionnelle. Est-ce qu'au niveau de la construction, on est Bien, content de ça? Exactement. Il y a une petite réticence à ça par rapport à ce qu'une mini-maison, on parle entre 500 et 1000 pieds carrés, donc d'espace viable. Par contre, une maison standard, c'est 1500 à 2500. Donc, évidemment, il y a un nombre de pieds carrés qui est moins évolué. Et contracteur là-dedans, évidemment, une maison mini-maison va se catégoriser autour de 40 000 Donc, il y a une bonne différence de prix, là. Exactement. Donc, lorsque le contracteur a le mandat de la mini-maison, on s'aperçoit évidemment qu'il y a peut-être une réticence là-dedans. Il y a une réticence aussi au niveau des urbanismes, au niveau des municipalités, ce que les gens ne sont pas au courant.
Oui, parce qu'on ne peut pas construire ou en tout cas acheter une mini-maison et la mettre où on veut. Non. Il n'y a pas beaucoup de municipalités où justement on donne le OK. Là, c'est très difficile. Il y a des gens qui se battent depuis plusieurs années pour pouvoir installer leur mini-maison un peu partout au Québec et c'est toujours pas réglé. Là. Exactement. Au niveau du Québec, on a environ 10 municipalités qui ont fait des développements immobiliers. Pas beaucoup. Simplement 10. Donc, l'effet est qu'on doit aller apporter un certain pourcentage au niveau du terrain, au niveau de l'espace construisible et c'est avec cette réglementation-là que l'urbanisme essaie d'imposer, si on veut, leurs certaines règles, mais que les gens, eux, ont acheté un terrain, ils veulent se construire des mini-maisons et ils veulent le faire au coût qu'ils veulent, aussi avec un endettement qui leur convient, un budget qui leur convient et le chauffage est beaucoup moindre aussi, donc il y a beaucoup d'avantages ben par oui. rapport à la mini-maison. Mais les urbanismes ne sont pas prêts encore. Est-ce qu'on sent que ça change? Parce que ça fait quand même quelques années qu'on en parle bon, on le qualifie encore de nouveau phénomène parce que dans le fond, on ne voit pas arriver des parcs de mini-maisons. Donc, on dit que c'est encore un nouveau phénomène, mais les gens en parlent déjà depuis plusieurs années. Est-ce qu'on sent que le vent tourne? Est-ce qu'on sent que les gens sont plus favorables à ça? Les gens sont plus favorables à ça par rapport aux résidentiels, aux particuliers qui veulent moins investir. Par contre, au niveau des municipalités, au niveau des entrepreneurs généraux, On le sent pas, là. on le sent pas encore. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'expositions et j'invite les gens à aller voir parce qu'à l'intérieur, c'est vraiment extraordinaire. On regarde au niveau juste de la superficie qu'on peut optimiser, aller gérer tout notre espace de pieds carrés. Tout est optimisé au centuple. Donc, les gens viennent avec un œil un peu réticent à dire est-ce que je vais vivre dans un 500 pieds carrés? Est-ce que je vais être capable? Ouais. Et ça s'adapte évidemment avec un couple ou avec un jeune enfant, Ouais. des jeunes enfants. Donc, Mais c'est quand même tout un exercice là, de dire on part Exact. d'une maison ou même d'un appartement pour aller dans une mini-maison. Des fois, on dit on n'a pas tant d'affaires que ça, mais on commence à... Ouais, c'est On en ça. a, et surtout avec des enfants Ouais. aussi, où est-ce qu'on a surtout des vélos, tout ça, et on a 4 saisons. Donc, évidemment, l'effet que ça soit parti dans un fléau un petit peu plus européen et qu'on arrive ici avec nos tendances et nos saisons qui ne sont pas pareilles, on peut le faire avec sur pieux, sur remorque, avec une fondation. Donc, il y a diverses possibilités par rapport à ça. Est-ce qu'on est mieux à ce stade-ci, comme c'est quand même relativement nouveau, de se construire, d'y aller avec notre projet, ou encore de l'acheter toute faite, la mini-maison? Bien, je vous dirais que l'autoconstruction, ce que moi, je constate au niveau de mes clients, la mini-maison, c'est de l'autoconstruction parce que les gens veulent vraiment gérer leur budget de A à Z. Donc, lorsqu'on le donne au niveau d'un entrepreneur, ça va être beaucoup plus au niveau des fondations, la plomberie, l'électricité, mais le reste, les gens le font. Oui. Ils sont très débrouillards. Là, on sent donc que les gens sont intéressés. En tout cas, le consommateur, lui, est très intéressé. Les élus, bon, on comprend que peut-être un Il y a un petit peu cheminement moins. à faire. Ouais. Mais si on y va avec vraiment là, l'organisation et la création d'une mini-maison, on pense à quoi là, en premier? Parce que oui, il y a des avantages. On parlait, bon, financiers, on peut continuer à voyager, tout ça. Mais il faut quand même penser à ce qu'on a besoin, là, parce que c'est du concentré. Là. C'est petit et évidemment, les gens qui construisent une mini-maison veulent avoir aussi l'espace visuel vers l'extérieur. Si je fais l'exemple avec quelqu'un qui vit en Floride et qui a une mini-maison, évidemment, son espace viable est aussi à l'extérieur. C'est un prolongement de la maison. Par contre, par ici, c'est pas la même chose. Donc, il faut optimiser le plus possible et voir vers l'extérieur. Donc, au niveau de l'endettement, évidemment, au niveau du chauffage, ça y compte beaucoup. Donc, on réduit de 68 selon les rapports statistiques au niveau du chauffage, les coûts de chauffage. Donc, ça, c'est super important. On y va beaucoup vers les nouvelles technologies aussi, j'imagine, pour optimiser le taux au maximum. Là. La domotique est beaucoup demandée aussi au niveau des mini-maisons, au niveau des espaces où est-ce qu'on veut prendre des meubles qui sont amovibles, qui vont servir à double et triple fonction. Optimiser les hauteurs aussi. Donc, souvent, on va voir une mini-maison pas large, mais très haute, mais on va pouvoir optimiser. Mais évidemment, l'effet de faire une mini-maison, ça ne fait pas tout au niveau du code du bâtiment parce qu'il y a les réglementations d'espace, par exemple, juste pour un lit ou l'espace aéré au-dessus d'un lit. Certains types de mini-maisons ne coordonnent pas avec le code du bâtiment. Donc, il faut encore avoir des réglementations auprès de l'urbanisme. Il faut s'informer. Et c'est ça, il y a beaucoup de recherches à faire. Je pense que c'est un beau projet. Moi, quand j'en vois, ça m'emballe tout le temps. Je trouve que ça m'interpelle beaucoup.
Mais il faut quand même que ce soit un consommateur averti, quelqu'un Oui. qui a envie de faire des recherches aussi. Mais je là. vous dirais de prendre une année et demie pour faire vos recherches, pour choisir votre terrain, pour regarder auprès de votre municipalité, voir si c'est possible de le faire. J'ai eu des clients, moi, qui ont acheté le terrain et que ça n'a pas été possible de construire, évidemment, parce que l'espace construisible était trop vaste et la municipalité avait refusé, tout simplement. Ouais. Donc, faut On faire voit attention. qu'il y a certaines municipalités au Québec qui sont plus ouvertes à ça. Ouvert, On va oui. espérer que ça s'élargisse. Ça vous fait rire, M. Dupin? Oui, parce que c'est un super de beau concept, sauf Ouais. que ça existe depuis fort longtemps. Exact. Nos ancêtres construisaient 16-20. Mais quand il y avait plus que 10 enfants, on ajoutait la cuisine Une de petite thé. annexe, oui, c'est ça. C'est pas compliqué, hein? Puis les meubles étaient tous versatiles. Avait 2, 3 puis 4 Trois puis fonctions. quatre hein? fonctions, Ah oui. effectivement. On parle de municipalité. Bon, pour des fois, c'est plus difficile pour des nouveaux projets. On va parler d'Israéli dans les prochaines minutes. 150 ans avec une super belle histoire à raconter. On aborde le sujet dans un moment. Restez là. Juste avant la pause, on parlait de mini-maison, à quel point que ce phénomène-là, il est bien, on a envie que ça aille de l'avant. Mais en fait, M. Toupin, les gens avaient compris ça, nos ancêtres, optimiser l'espace, ils ont compris ça depuis longtemps. Nous autres, on l'a oublié à un moment donné dans le cheminement, dans l'évolution. Ils construisaient selon les moyens Oui. en premier. Puis en deuxième lieu, bien, comme c'était des ouvriers, sur un terrain, on mettait 2 maisons. Ouais. On a des rues encore qui en témoignent ici. Ils sont comme ça, à là. Thetford. Puis les pièces, c'était pas à usage unique non plus, Non, hein? c'était ouvert. Oui. Pour pouvoir circuler puis servir à tout le Bien, monde. quand vous avez 8 enfants, 9 enfants, la salle à manger sert de parc plein d'amusement. Oui, exactement. On est ensemble ce soir pour parler, entre autres, d'Israéli, 150 ans, que toute une histoire, en fait. Tout d'abord, juste dans la façon d'écrire d'Israéli, il y a eu un changement. Comment ça s'est opéré, ce changement-là? Ben c'est ça, c'est que dans le fond, quand on a une fête, on fête le 100e, 125e, comme c'est le cas à Vimy ou à Thetford ou à Disraeli, c'est l'heure de remettre les pendules à l'heure. Oui, oui, rectifier certaines petites choses. Là. Oui, disons que l'histoire, dans 25 ans, a le temps de changer énormément et c'est les rendez-vous historiques n'ont pas manqué. Oui. À Disraeli, on s'est attardé à faire vraiment l'histoire de Disraeli. Non, ce n'est pas un livre classique, là, où vous avez les noms de famille, etc., etc. On a décidé de prendre la ville comme quand elle a été conçue, pareil comme un enfant. On parle de quoi, 1805? Ah, bien là, il y a toutes sortes de Une sorte de date de départ. dates, là. C'est là la beauté du phénomène. Et de sa naissance à son adolescence jusqu'à sa vie d'adulte. Ouais. Fait que c'est la ville, avec les services qu'elle offre, qu'on parcourt dans le livre. Fait qu'on s'est rendu compte que Disraéli s'écrivait de 3 façons différentes. Et ça correspondait à 3 périodes très précises De son évolution. de son évolution. OK. Disraéli, D', Israéli avec un majuscule, c'est la période de l'industrie. 1868 à peu près à 1930. Qu'est-ce qui arrive en 1930? La crise économique. Tout le monde va y penser tout de suite. On se tourne vers la religion. Fait que Disraéli s'écrit d'un seul mot, avec un trémot, pendant jusqu'à la Révolution tranquille. La Révolution tranquille, mais qu'est-ce qui arrive? Disons que l'aspect religieux est dilué. Ouais. Et c'est l'aspect public, civil. Et Disraéli va s'appeler comme aujourd'hui. Il perd son tréma.
Et c'est toujours cette façon-là C'est toujours cette qu'on façon-là a de qu'on l'écrit l'écrire aujourd'hui. encore. C'est pas un endroit où l'agriculture a pris beaucoup de place parce que c'est le commerce, évidemment. C'est une ville de commerce. Ouais. C'est ce qui a fait la réputation. Commerce au sens large, parce que c'était un village de service. Vous aviez des avocats, des notaires, des médecins, des dentistes et à peu près tous les types de magasins. C'est le seul village que je connais qui a eu 10 magasins généraux en même temps. C'est énorme. D'habitude, comme à Black Lake, vous en aviez 2. Un pour un peu plus les cossus et un pour les pauvres. Ouais. C'est toujours un peu la même chose. Ouais. Mais à Disraeli, il y en avait 10. Donc, il y avait du monde, ça bougeait, là. Disraeli, en 1900, était plus gros que Thetford, avait une économie beaucoup plus diversifiée. Et c'était toutes les... dans le fond, le lac Elmer, là, c'est comme un versant naturel, mais c'était un versant naturel aussi pour les gens. On venait tous magasiner à Disraeli. En 1936, on répertorie 187 magasins et commerces à Disraeli. Pour combien d'habitants? Pour, à ce moment-là, 3800. Puis tout le monde vivait. Ça veut dire que, tu sais, les grandes rues principales à Disraeli, le premier étage, c'était tous des magasins. C'était que ça. Tout le monde vivait avec ça. Et les gens venaient en profiter aussi, là. Écoute, c'était, comme je te dis, c'est un versant naturel et comme le train arrivait, parce que Disraeli est né du train, comme Thetford, comme toute la région ici. En 1976, il y avait déjà comme un bourg qui était là depuis longtemps. Depuis 1854, on fait la drave sur le lac. Et les draveurs, mais ça prend des draveurs des bûcherons, mais il y avait un hôtel. C'est drôle, hein? Il va y avoir un bordel aussi, j'imagine. Alors, l'histoire ne le dit pas. L'histoire ne le dit pas, sauf qu'il y avait un Sauf hôtel. que ça vous fait sourire, par exemple. Il y avait un hôtel et un très bon débit de boisson. D'accord. Et en 1976, les rails arrivent de Sherbrooke. Et les gens veulent avoir une gare, un bureau de poste. Le chef de construction du chemin de fer, il dit, bien, si vous n'avez pas de nom du village, Ça ne marchera pas, on là. passe droit. Ouais. Fait qu'ils ont fait une demande officielle cette année-là à Québec pour avoir le nom de Disraeli. Mais d'apostrophe Israéli, c'est pas compliqué. Chaque village a son nom et pas pigé au hasard. C'était le premier ministre d'Angleterre à l'époque qui s'appelait Disraeli. Et on l'écrivait des deux façons. Fait qu'on l'a pris de cette On a façon-là. choisi celle-là. Et le promoteur de la ville qui a fait la demande, c'est un conservateur. Puis Disraeli, mais c'est un premier ministre conservateur. Alors, l'association n'est pas difficile à faire, là. C'est pas... Vous parlez de votre livre, évidemment, où on retrace toute l'histoire. Vous dites, des fois, il y a des pans de l'histoire qu'il faut revoir, corriger. Est-ce qu'il y a eu plusieurs corrections à faire ou si essentiellement la ligne était pas mal droite? Ah, il y a eu là? beaucoup de corrections. Ah oui, tant que ça? On a été obligé de réécrire l'histoire, Mon Dieu! de A à Z. Quand ils ont fêté le 100e, en 1967, c'était supposément John Champoux qui était le fondateur de Disraeli. Moi, je suis un maniaque de la recherche, la documentation historique et autres, et je n'ai fait que ça de ma vie. Et j'ai été aux Archives nationales, des bibliothèques des Archives nationales aussi, un petit peu partout, pour trouver les premiers documents. Et on se rend compte que c'est un monsieur Réau qui a fait la demande officielle au gouvernement. C'est aussi lui qui est le premier chef de gare. C'est aussi lui qui a construit le premier magasin général à Disraeli. C'est aussi lui qui est le premier juge de la cour municipale à Disraeli. Oui, c'est pas mal impliqué. Et ça a été, quelques années plus tard, un des premiers députés officiels de Disraeli. Donc, ça nous a permis de tout découvrir On s'est ça. rendu compte que c'est lui qui, officiellement, est le vrai fondateur Ouais. parce qu'il a fait toutes les démarches de A à Z. John Champoux n'est que le premier maire. Mais c'est un travail colossal. Ça fait 2 ans et demi et plus de 3000 quelques cent heures de Quand recherche. même. Mais on avait une très bonne équipe. Le
Le livre va contenir plus de 550 photographies. Dans le fond, on raconte l'histoire, on étaye l'histoire avec les photos. Et c'est un travail que j'avais donné à... On avait chacun... Votre département. Notre département. Et j'avais recruté un personnage qui connaît très bien toutes les familles de Disraeli, Jacques Rousseau. Et j'ai dit à Jacques, tu fais maison par maison, puis tu nous ramasses des photos. Et les gens ont embarqué spontanément dans... Oui, mais Oui? il faut être convaincant. Oui. Hein, c'est comme un commis voyageur. Tu as besoin d'avoir du bagou. Et il y en avait. Ah, super. À la Société historique, on avait un beau fond de photos anciennes, sauf que ça fait peut-être une centaine de photos. Là, on en a plus de 1000, ça fait qu'on a eu un choix. Et on a des photos que beaucoup de gens n'ont jamais vues. C'est d'autant plus intéressant. Ben oui, exactement. Et le livre va sortir pour le grand public seulement le 14 juin. Ah, il faut être patient un petit peu encore, là. Oui, mais là, il est au montage. C'est un travail colossal parce qu'on est une équipe de 6. Donc, réunir le travail de tout le monde, Oui. puis Là, on mettre a les une pièces du correctrice puzzle. d'édition, Ouais. on a une monteuse. Tu vois, Ouais. c'est un gros travail, surtout que il y a beaucoup de références. Donc, il faut vérifier, contre-vérifier. et Vous tout voyez ça, le là. genre, Ouais. une photo, ben, on a toujours écrit quelque chose en dessous de la photo, fait que là, il faut vérifier si c'est à la bonne place. Beaucoup de recherche. C'est beaucoup de recherche, mais je peux vous dire qu'on a un volume qui, en même temps, va refléter un peu l'évolution de toute la région. D'Israélie, j'ai emmené des photos des barrages de Disraeli, parce que Disraeli, c'est la première ville qui a eu l'électricité dans la MRC. C'est elle qui a fourni presque toute l'électricité dans les mines d'amiante. Sans les barrages, vous n'auriez pas eu... Non, donc ça le déborde sur développement. d'autres municipalités, l'évolution de d'autres aussi C'est en plein ça. autour. Fait que, tu vois, et il y a des petits projets, il y a des petites perles dans le livre, parce que Disraeli aurait pu être beaucoup plus gros que Thetford Mines. Oh! On se laisse là-dessus. Merci beaucoup, M. Toupin. On le dit, le livre sera en vente dans quelques mois, là. Oui. OK. En attendant, on continue de vous suivre, évidemment, dans l'émission Ici, on parlait patrimoine. Et oui. Avec M. Bourassa. Et on parlait du 150e, donc, de Disraeli. Bien sûr, sur le site Internet là, qui paraît au bas de l'écran, vous avez de l'information parce qu'il y a plein d'activités là, au cours de l'année auxquelles vous pourrez participer, évidemment. Mélissa, on parlait de mini-maisons. Il y a dans les Laurentides, entre autres, où ça se développe quand même. Là. Il y a un festival, entre Exactement. autres. Il y a un festival à tous les années. C'est le Festival des mini-maisons du Québec. Donc, c'est dans les Laurentides. Vous pouvez aller voir. Ça vaut la peine d'y aller, vraiment, là, pour aller vraiment tout jeter un coup d'œil S'inspirer là-dessus. aussi. S'inspirer, puis aller voir Puis vraiment. faire bouger les choses un peu. Là. Exactement. Tout Pourquoi à fait. pas? Non, il ne faut pas avoir peur de ça. Merci beaucoup fait à vous plaisir. deux. Je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine et on se retrouve jeudi prochain pour une autre émission d'Espace public. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.